Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore avec vous pour l'émission Vivement les femmes. Merci à vous de nous suivre sur les ondes de Canal M. Alors pour vous, aujourd'hui, je reçois Martine Laurier, policière à la retraite qui a tenté de mettre fin à ses jours avec son âme de service. Maintenant qu'elle est sortie de la noirceur, elle veut donner des outils à ceux qui souffrent et à ceux qui les côtoient. Martine Laurier est également présidente de Vigilance ML, coach et autrice du livre De l'uniforme au désir d'en finir, paru chez Druide en 2022. Bonjour Martine Laurier. Bonjour Madame Théodore. Alors, tout à fait, Marjorie. Alors, Marjorie, voilà, parfait. Ça va être très convivial. Bienvenue à Vivement les femmes. Le sujet que nous abordons aujourd'hui, surtout à travers votre propre expérience, est malheureusement un sujet d'actualité, puisqu'on sait qu'au Québec, vous l'avez dit, il y a 3 suicides par jour et en France, un policier se suicide par semaine. Puis vous le dites à plusieurs reprises dans votre livre, la santé mentale, il faut en parler mieux, le plus souvent, et surtout parler de la détresse des intervenants de première ligne. Tout à fait. Alors, Martine, si vous me permettez, avant d'aller au moment où vous êtes policière, pour vous connaître plus et savoir aussi pourquoi vous avez fait ce choix de carrière, j'aimerais que vous nous dites avant qui vous étiez avant d'être la policière. L'enfance, l'adolescence et tout. Un petit tour d'horizon. J'ai grandi dans le quartier Villeray à Montréal. Alors, je viens d'une famille avec un papa, une maman et une sœur de 10 mois et demi plus jeune que moi. On était très rapprochés. Une famille de salaire moyen. Il ne m'a rien manqué dans mon enfance en tant que nourriture, bien-être, tout ça. J'ai eu une enfance particulière parce que j'avais quand même un papa qui était contrôlant, harcelant, que j'explique très bien dans le livre. Mais je vous dirais que j'ai grandi tout de même avec une base solide. Oui. Je suis allée à l'école, je suis allée jusqu'au cégep. Rendue au cégep, j'ai fait un cours de technicienne juridique. Donc, j'ai travaillé 5 ans pour des avocats. Par choix, parce que j'aurais envisagé l'université, mais il était assez urgent de sortir de la cellule familiale. D'accord. Donc, j'ai travaillé dans ce domaine pendant 5 ans, jusqu'à un moment donné où, à ce moment-là, j'étais mariée. Et je me suis aperçue que j'avais un mari contrôlant, financièrement surtout, et que j'avais pas l'égalité au niveau de mon couple et je cherchais à avoir une indépendance financière. J'ai une amie qui a fait le même cheminement que moi comme technicienne juridique, qui venait de rentrer dans la police dans l'avenue où on cherchait des femmes. Oui. À l'époque, en 88, il n'y en avait pas encore beaucoup. Donc, j'ai passé à travers toutes les étapes de me faire engager par le service de police de la Ville de Montréal avec une lettre de promesse d'embauche. Et je suis allée à l'école de police et j'ai fait mes 6 mois de formation pour ensuite entrer au service comme conventionnel. Ils appelaient ça comme ça. Des gens qui venaient d'un autre programme. Et je suis rentrée en janvier 88 au district 54 à Saint-Léonard, ville d'Anjou. Première femme, c'est un groupe d'hommes. Oui. Il y avait 2 ou 3 femmes maximum dans ce poste-là à mon arrivée. Donc, des défis multiples pour s'acclimater à ce monde d'hommes. Oui, oui. Oui. Donc, ça a été, ça n'avait pas été un choix réfléchi, c'était une opportunité qui est C'était une arrivée. opportunité qui arrivait, mais en même temps, un choix où je me disais, ben, je vais avoir ma propre carrière, ma propre autonomie financière. Je vais rentrer dans un monde d'hommes. Alors, je ne serai plus dans la catégorie du travail des femmes qui, en quelque part, à cette époque-là, étaient encore sous-payées. Oui. Puis c'est ce que je voulais, élever une famille en ayant les moyens de pouvoir leur donner tout ce qu'il fallait. Puis c'était pour moi cette belle opportunité-là. OK. Puis quand vous êtes arrivée dans la police, c'est ça, il y avait déjà pas beaucoup de femmes, mais est-ce que cette intégration s'est faite quand même
assez bien ou il fallait se battre pour faire sa place? Non, il fallait se battre pour faire sa Ouais. place, autant au niveau de l'acceptation des collègues qu'au niveau des équipements. Ils n'étaient pas prêts à nous accueillir avec des vestes par balles selon notre corpulence. Ma Mhm. première veste par balle que j'ai portée m'arrivait à la hauteur des cuisses. Donc, imaginez-vous Ah oui, OK. courir après des voleurs ou Mhm. des suspects et puis avoir un équipement qui n'était pas adéquat pour avoir l'agilité qu'il fallait pour faire le travail. C'était pas facile. Des automobiles avec une banquette, c'était pas des bancs séparés comme on a aujourd'hui, ajustables séparément. Donc, tu avançais la banquette et puis finalement, le collègue avait pratiquement, parce que c'était des grands messieurs à Ah l'époque, oui, oui, donc il y c'est avait vrai, c'est vrai. les genoux quasiment dans le tableau de bord à l'avant. Et donc, j'avais pas la chance de conduire souvent. À mon arrivée, je pense que les femmes, on était vues un peu comme un outil de rédaction plus Oui. que d'action. Mhm. Donc, on était Oui. plus habiles à rédiger des rapports, à écrire qu'à pouvoir être considéré d'égal à égal dans la tâche de la fonction policière. Oui. Ça s'est heureusement grandement amélioré, Mhm. mais il a fallu prouver. En tout cas, Oui. moi, à l'époque, quand je suis rentrée au service de police, c'était qu'il fallait que je prouve que j'étais capable de faire la job avec mon petit 5 pieds 3, Mhm. 120 quelques livres. C'était pas chose facile. C'est ça. Non. Ouais. Alors, on peut voir par cette histoire aussi que comment l'ouverture apporte des changements, hein, d'intégrer des femmes et tout ça. Donc, Oui, tout à fait. même au banc, au banc De l'automobile, oui. Puis l'automobile. on parlera pas de quand je suis tombée enceinte et puis que Ah j'ai eu le oui. premier enfant, j'étais enceinte et on fait quoi d'une policière enceinte? Ensuite, elle s'en va en congé de maternité. Mhm. Elle revient. Malheureusement, je retombe encore enceinte. Mes 2 enfants ont 15 mois de différence, donc 4 ans sans faire de police comme telle sur la rue Ah parce oui. que je mettais des enfants au monde. Donc, tu reçois Mhm. des commentaires de collègues qui se demandent si je suis rentrée dans la police pour faire des bébés ou pour Ah oui. arrêter des voleurs. Ah là là. Donc, mais heureusement, tout ça finit par changer. Les Mhm. choses se placent, les modes de fonctionnement s'installent mieux maintenant pour la jante féminine. Oui, oui. Martine, maintenant, on va aller vers le vif du sujet. Donc, vous êtes dans la police et finalement arrive, je ne sais pas si on peut parler de drame, mais en tout cas de cet événement où il y a le diagnostic de la maladie mentale. Oui. Quels ont été les signes avant-coureurs? Mais écoutez, quand on travaille dans la police, on travaille sur les chiffres. Mhm. J'avais des enfants. C'est tous des contextes pas nécessairement faciles, encore aujourd'hui, à jumeler tout ça ensemble. À l'époque, ça ne l'était pas. La vie de couple prenait un peu de l'aile, des difficultés avec la vie familiale, le divorce s'est installé, des problèmes de garde d'enfants, des problèmes de pension alimentaire. Première femme qui reçoit une pension alimentaire non imposable. Mhm. Des problèmes avec le ministère du Revenu et le ministère de la Justice. Les deux ne se parlaient Oui. pas. Oui. Alors, et ajouter à ça des problèmes financiers, relations amoureuses aussi qui n'allaient pas nécessairement facilement. J'appelle ça, moi, la charrette qu'on traîne dans notre vie avec un bagage d'événements. Mhm. Quand il y a une roue qui s'enlève, sa charrette est encore capable de la tirer. Oui. Quand tu en as 2, c'est encore faisable. Mhm. Mais quand la 4e roue de ta charrette débarque, parce que le seul endroit où tu te réalisais, c'était dans ton travail, où tu avais ton estime de toi, Mhm. vient de débarquer, tu n'as plus rien à te raccrocher. Là. Mhm. Et là, tu commences à embarquer dans la noirceur de dire, mais pourquoi moi je suis en vie? J'ai plus rien qui marche. Qu'est-ce qui me reste pour continuer? Il est où mon espoir? Oui, j'avais 2 enfants, Mhm. c'est vrai. Mais quand on est dans le tunnel de la noirceur, on finit par se dire, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne policière, je suis bonne à rien, je suis bonne pour qui? Ça me donne quoi de continuer de vivre? Mais la personne ne veut pas nécessairement mourir. Mhm. Elle veut juste arrêter de souffrir. Et elle est là l'ambivalence qu'on parle dans toute la théorie de la prévention du suicide. On ne veut pas mourir, on veut juste arrêter de souffrir, mais on ne sait pas comment le faire. Mhm. Et c'est ça qu'aujourd'hui, j'essaie
de parler le plus possible parce que c'est un couloir que j'ai connu, c'est une souffrance que j'ai connue, où j'ai une facilité, ou appelez-le un don, comme vous voulez, de le partager parce que je sais connecter avec les souffrances des autres êtres humains qui passent par le même tunnel. Et je me sers de mon histoire pour parler de la prévention. Je ne mets pas en avant mon histoire, c'est pas ça que je souhaite. Mais je souhaitais que les gens, à travers l'histoire de Martine, puissent mettre en application ou pouvoir dire, ben, regardons ça, mon histoire à moi peut y ressembler. Oui. Donc, être un petit peu allumé face aux épreuves de la vie. On est tous des êtres humains, on vit à peu près tous des drames de différentes façons, de différentes perceptions, mais en quelque part, il faut être allumé par rapport à la souffrance des autres. Il faut la détecter, la déceler, et c'est de ça que je parle dans le livre. Oui, tout à fait, on va le voir durant l'entrevue. Vous avez quand même eu 2 tentatives de suicide, puis j'ai lu dans votre livre, vous dites que le suicide est une solution permanente pour soulager une souffrance temporaire. Oui. Expliquez-nous ce que cela signifie pour vous maintenant d'avoir heureusement échoué vos tentatives. Souvent maintenant, quand j'accompagne des jeunes dans cette souffrance-là, parce que je le fais comme en coaching, puis je veux aider des gens, puis je sais par quoi ils passent, je leur dis, essaie juste d'attendre 1 heure. Essaie juste d'attendre 24 heures. Va dormir. Demain, il va se passer autre chose. Parce que dans tout ça, c'est l'apprentissage de la dédramatisation de la situation. Les perceptions deviennent différentes le lendemain. Et il va arriver une situation dans ta vie qui va faire qu'il y a peut-être une porte qui va s'ouvrir. Oui. Mais au moment où on est dans le couloir de la noirceur, on ne voit plus rien. Et c'est là qu'il devient hyper important d'avoir un entourage qui va être capable d'accompagner en permanence cette personne-là jusqu'à temps qu'elle soit rendue à la ressource. Vous savez, on les a, les belles ressources au Québec, on les a. C'est juste quand quelque part, une personne qui est en souffrance n'a pas toujours la capacité de se rendre à la ressource ou de se faire entendre à la ressource. Que ce soit qu'on parle de l'urgence de l'hôpital, qu'on parle d'un organisme, qu'on parle d'une ligne d'écoute, de prendre le téléphone et de crier à l'aide, surtout quand tu portes un uniforme et que tu es habitué de toi aider les autres, c'est quasiment, ça prend un courage là, surhumain, c'est difficile. Et de là, l'importance d'accompagner les gens qui sont dans la noirceur. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous vous spécialisez dans le coaching des personnes, des intervenants en première ligne parce que c'est l'expérience que vous avez. Oui. On va aller vers une petite pause, Martine, puis on revient par la suite. Parfait. Dans ma chambre d'hôpital, j'ai les idées qui s'emballent. Partir ou bien rester, c'est à moi de décider. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait descendre aussi bas. Je n'aurais jamais cru que ça pouvait m'arriver à moi. Prends ma main, regarde bien jusqu'au fond de mes yeux. Redis-moi encore que demain j'irai mieux. Tu me donnes envie de croire en moi, envie de croire en Dieu, même si je veux m'envoler là-haut dans les cieux. Dans ma chambre d'hôpital, y a mon lit qui m'avale. Les gens dans la télé semblent vouloir me juger. Le soleil par la fenêtre tente de me changer les idées. Ses rayons sur ma peau viennent pour me réchauffer. Allez, prends ma main, regarde bien jusqu'au fond de mes yeux.
De retour avec Martine Laurier, policière à la retraite, présidente de Vigilance ML, coach et autrice. La chanson que nous venons d'entendre est « Dans ma chambre d'hôpital », interprétée par mon invitée Martine. Donnez-nous l'histoire de cette chanson. Cette chanteuse qui l'a chantée pour la première fois, Stéphanie Saint-Jean, l'a chantée à Star Academy ou La Voix. Mm-hmm. Je me souviens plus laquelle des deux émissions, j'étais dans mon salon. Les frissons partout sur mon corps. Mm-hmm. Elle m'a rappelé exactement comment je me sentais quand j'étais hospitalisée en psychiatrie la première fois à la Cité de la Santé. Alors, cette chanson a fait remonter toutes les souffrances de l'époque. Vous savez, on a des cicatrices dans la vie, j'appelle ça un ADN émotionnel magané. Ouais. Et même si avec les cicatrices dans la vie, on finit par poursuivre son chemin, Mm-hmm. elles demeurent là. Elles sont bien cicatrisées, mais parfois, elles deviennent un peu plus fragiles. Ouais. Puis quand j'écoute cette chanson-là, c'est toute ma fragilité qui remonte à la surface. Mm-hmm. Et un jour, j'ai fait une conférence pour le centre, le Faubourg, un centre de prévention suicide dans les Laurentides, Mm-hmm. avec des organismes portant l'uniforme ou pas, dans les Laurentides. Et j'ai fait une conférence et j'ai préparé cette chanson-là pour la conférence. Et je me suis fait un cadeau. J'étais allée en studio d'enregistrement et j'ai enregistré la chanson de Stéphanie, mais avec ma voix. Ouais. Et ça, j'ai pas fait ça souvent parce que, bon, oui, je chante dans une chorale à travers un groupe, mais avec la vie, j'ai appris à mettre mes masques par terre et j'avais encore de la misère à accepter la voix que j'avais, ma propre voix. Et de plus en plus, Martine, elle n'a plus de masque. Elle n'a plus de masque, ni avec sa santé mentale, ni avec la femme qu'elle est aujourd'hui à 60 ans. Et je suis telle que je suis avec la voix que j'ai. Et c'est celle qui interprète cette chanson-là. Ben merci, on l'apprécie beaucoup. Donc, Stéphanie Saint-Jean l'avait chantée à La Voix. Voilà. Donc, voilà. alors, merci de préciser. Oui. Et puis, merci de nous permettre de l'entendre. Martine, vous êtes présidente de Vigilance ML. Expliquez-nous que fait votre entreprise. Quand j'ai pris ma retraite, ça faisait déjà 4 ans que je faisais des ateliers au sein du SPVM de prévention suicide. Tout ça partit de moi. Un jour, j'étais sortie de la noirceur et puis parce que j'ai un collègue qui s'est suicidé, un ami. Mm-hmm. Et je me suis dit dans ma tête, comment ça se fait, moi, je m'en sors, puis pas lui? Je suis pourtant pas plus intelligente qu'une autre personne. Et il y a une voix qui a monté en moi et puis qui m'a dit « Parle, Martine ». Alors, on installait au sein du service de police un programme qui s'appelait RIC, qui était d'outiller les policiers à mieux intervenir auprès des citoyens qui ont des problèmes de santé mentale. Moi, quand j'ai appris ce programme-là, encore là, je me suis parlé dans ma tête, je me suis dit, avant d'outiller les policiers pour l'extérieur, on pourrait-tu les outiller pour eux autres mêmes? Mm-hmm. On a un programme d'aide. On avait déjà le programme d'aide à Montréal depuis 25 ans. Mais comme je l'ai expliqué auparavant, d'aller à la ressource, c'est pas facile. Donc, ce que ça prend, c'est des gens qui sont à l'écoute, un peu comme des pères aidants, des gens, des sentinelles, dans les milieux de vie du travail, pour déceler ceux qui souffrent. Donc, j'ai commencé à vouloir faire des conférences. Et après 4 conférences dans différents districts, je recevais des courriels de mes collègues en détresse psychologique. Là, j'ai dit, je ne suis pas un psychologue, moi, là. Oui. Donc, les dirigeants plus haut que moi ont dit, écris-nous un projet que j'ai présenté au programme d'aide des policiers et qu'ils ont accepté qu'on puisse démarrer des ateliers avec une intervenante qui travaillait depuis longtemps à Suicide Action Montréal. Et donc, pendant 4 ans, j'ai fait des conférences, des ateliers auprès des policiers. J'ai sauvé des vies policières. J'en ai reçu pendant la pandémie, tout ça en sourdine. Personne presque l'a su. Une médaille pour service méritoire du gouverneur général du Canada, qui est une médaille d'un citoyen envers un citoyen, parce qu'on comprendra que ce n'est pas une médaille parce que j'ai sauvé des citoyens. C'est une médaille de bravoure. Alors, et quand la pandémie, quand ma carrière de police en 2017 s'est terminée, j'ai commencé à être convoquée par des médias, de parler de qui j'étais en arrière de l'uniforme. Et de là, avant de passer à Denis Lévesque, mon fils et moi, on a discuté qui, par hasard, a étudié en marketing. Il me dit, maman, ça te prend un site Internet.
Ah oui, ça me ferait un nom de compagnie. Fait qu'on a fait du brainstorming ensemble, mais on a mis en place Vigilance ML qui existe depuis 5 ans et qui est de la formation, des ateliers, des conférences auprès de tout organisme public, parapublic, privé, gouvernemental, parce que la souffrance, elle est partout. Tout à fait. Mais la pandémie a bien arrêté les choses. Oui. On va redonner à la fin votre site Internet. À la page 234 de votre livre, De l'uniforme au désir d'en finir, qui est paru chez Druide en 2022, vous parlez de l'évaluation COQ, C-O-Q. Oui. Expliquez-nous ce que c'est. Moi, je prétends que, d'ailleurs, c'était mon objectif avec le livre, c'est qu'à la fin, quand on le ferme, on puisse retenir des outils. C'en est un très important. Le COQ et le coup. Et le quand, on recommence. Le COQ étant le comment, le où et le quand. Donc, le comment, la personne va tenter de se suicider. Le où, elle pense le faire. Et le quand détermine l'urgence d'intervention. Et si l'urgence d'intervention fait que la personne te dit ça va être dans la prochaine nuit parce que c'était la fête de mon fils et ça fait maintenant tant d'années que je souffre de sa perte, on ne laisse pas la personne toute seule. L'urgence fait que tant qu'elle n'a pas été prise en main par quelqu'un, elle a un risque de se suicider. Vous savez, il y a un mythe qui existe, il ne faut pas trop parler du suicide, ça va donner des idées aux gens. C'est un mythe qui est faux. Parce que j'ai pour mon dire que plus directement on pose les questions à la personne, plus directement on va pouvoir sentir sa souffrance et connaître les enjeux qui se passent dans son cerveau. C'est de cette façon-là qu'on peut, en quelque part, définir à quel degré est la souffrance de la personne. Et je donne souvent un autre truc qui est de 1 à 10. Quand on a une souffrance physique, là, on a une blessure, puis on va chez le docteur il va nous dire, de 1 à 10, comment que tu souffres? Tout à fait, oui, c'est ça. De 1 à 10, comment tu souffres psychologiquement? Nous autres aussi, ça va nous gager la personne qui est en face de celle qui souffre sur où est-ce qu'elle est sa souffrance. J'ai pas réinventé la roue, Marjorie, dans ce livre-là. Je l'ai juste rendu accessible à cause de la facilité que j'ai eue à le verbaliser depuis 10 ans. Tout à fait. Parce que même moi, lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, j'aurais jamais été aussi clairement comment tu vas le faire, où tu vas le faire. Parce qu'on aurait eu peur de dire qu'on va provoquer ou on accélère, mais c'est... Le domaine médical s'en serve. Ça vient du domaine médical, cet outil de prévention-là, et on s'en sert. Alors, pourquoi ça ne pourrait pas être aussi mis en place? Vous savez, on donne des formations pour le RCR, on donne des formations pour les défibrillateurs. Maintenant, on donne des mini-formations pour détecter les signes d'ACV. C'est vrai. Quand est-ce qu'on va donner des formations pour déceler? Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour déceler la détresse profonde? Et c'est de ça que je veux qu'on se souvienne avec le livre. Moi, je mets en lien mon histoire pour qu'on puisse savoir où le placer là-dedans. Mais mon objectif premier, c'est les outils. Parce que c'est ça qui peut risquer de sauver une vie. Non, tout à fait. Dans tout le livre, vous donnez des outils. Il y a aussi un élément à considérer, puis qu'on retrouve dans le livre. Vous parlez d'éviter le positivisme toxique. Puis ça, j'ai dit, wow, j'aimerais ça que vous donniez quelques exemples pour que les gens puissent comprendre. Moi, j'ai eu, à un moment donné dans ma vie, une relation amoureuse durant 2 ans d'un homme qui, lui, se levait le matin, puis il fait beau, il fait soleil, c'est une belle journée. Moi, je me levais le matin, ouf, je n'avais pas la même dynamique. Lui, il me disait, voyons, mets des idées positives dans ta tête. Tu vas voir, ça va changer ton pattern, puis tu vas repartir à neuf. Puis là, je regardais, puis je disais, ça marche pas de même dans ma tête à moi, là. Moi, là, j'ai plein d'hamsters. Puis mes hamsters, ils se questionnent, puis ils se posent, puis ils se parlent, puis des fois, ils se mélangent. Donc, c'est ça de dire à quelqu'un, tu vas voir, ça va bien aller demain. Ah oui, ça c'est pas la réponse à donner. La réponse à donner aux gens qui sont pas bien, c'est que je comprends ce que tu vis. Je comprends ce que tu vis, c'est pas facile. C'est une démarche qui est difficile. Je vais t'accompagner là-dedans. Il y a des fois, là même, là, pas de réponse, pas en tout. Ça va être juste la meilleure réponse. De sentir qu'on accompagne une personne. D'ailleurs,
si je peux me permettre, il y a une chanson que j'aime beaucoup, « Dis tout sans rien dire ». C'est en plein ça, c'est celui qui souffre dit à celui qui l'aide, Mhm. dis juste rien, Mhm. mais accompagne-moi là-dedans. Reste à mes côtés. Laisse-moi pas tout seul, par exemple, parce que j'en ai besoin. Il fait trop noir, là, je le trouve plus, mon chemin. Mhm. Mais dis pas que tu connais la recette pour que ça aille mieux. C'est Là. ça, ouais. T'es pas dans sa tête puis dans sa souffrance. Mhm. Mhm. Martine, à quel moment que on doit réagir? Je veux dire, tu sais, on rencontre quelqu'un et puis à ce moment-là, à quel moment que on dit go comme personne aidante que il faut alerter À tout moment. à tout moment? Le pire qui peut arriver, Marjorie, là, Oui. c'est que la personne elle te dise c'est pas de tes affaires, Mhm. je veux pas t'en parler, tu vas avoir une porte fermée. Mais Ouais. c'est quoi une porte fermée? Au lieu de Mhm. te trouver le lendemain matin avec une personne qui s'est Ouais. suicidée puis tu as été la dernière personne à la voir. Oui, tout à fait. Martine, on s'arrête encore pour une petite pause, mais on revient. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Toujours en compagnie de Martine Laurier, policière à la retraite, présidente de Vigilance ML, coach et autrice. Martine, je vous ramène aux pages 196 et 197 de votre livre « De l'uniforme au désir d'en finir ». Alors, vous nous énumérez les suicides qui ont suivi l'intervention des personnes sur les lieux de certains drames. Moi, ça m'a beaucoup bouleversée parce que beaucoup de ces drames-là ont été médiatisés et je n'avais jamais pensé qu'il y a des suicides des intervenants de première ligne après ces drames. Donc, j'aimerais ça vous entendre. Sérieusement, Marjorie, c'est vraiment un fléau. C'est vraiment un fléau. Oui, c'est vrai qu'on en parle peu des gens qui sont en uniforme et qui se suicident. On ne fait pas de médiatisation là-dessus. Assez qu'on ne connaît pas les chiffres. Ouais. La dame avec qui j'ai écrit le livre, Catherine Lafrance, a bien essayé de trouver des chiffres, mais on n'en parle pas. Le poids de l'uniforme est tellement lourd. Tu sais, quand tu rentres dans la police, là, tu penses pas que c'est ça qui va faire que tu vas mourir. Pas du tout. Tu te lèves le matin, tu t'en vas aider les autres. Tu as prêté serment. Le serment de dire, de servir et protéger. Mais des fois, je me dis, ce serment-là, on devrait un petit peu le modifier en disant servir, protéger et prendre soin de moi. Ah ouais. Ou prendre soin de moi, puis après servir et protéger. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu n'es plus capable de servir et protéger. L'uniforme arrive dans ta vie après l'être humain qui t'es. Mais on le fait passer avant quand on prête serment. Donc, on s'oublie, on se rend jusqu'au bout, on fait du travail. Puis là, quand je parle d'uniforme, je parle pompier, ambulancier, agent correctionnel, infirmier, infirmière. Il y a plein de métiers comme ça où on fait passer le travail avant sa vie personnelle et on finit par vouloir perdre le goût de vivre et de se suicider. Non, mais ça n'a aucun sens. Puis je le sais que ce qui se passe dans la tête, j'ai voulu faire la même chose. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'en parle autant. Parce que je sais, j'ai passé par là, on peut s'en sortir. J'ai été chanceuse, moi. J'ai une collègue qui m'a tendu la main, qui avait un 5e sens et qui savait que je n'allais pas bien et qui a pris la peine de prendre l'initiative et de venir à mon domicile. Et ça, c'est pas tous les gens qui écoutent leur 5e sens. En effet. Tu sais, Marjorie, au Québec, et probablement dans bien des pays, il y a eu la pandémie, OK? On est isolés. On nous a même forcés de nous isoler pour le bien de la pandémie.
On est en arrière de nos téléphones cellulaires, on est en arrière de nos ordinateurs, on est encore isolé dans un monde virtuel. Le temps où on avait des villages et puis qu'il y avait une grange qui brûlait, puis on allait sur le perron de l'église, puis tout le village savait ce qui s'était passé, puis là, on faisait un blitz de la communauté. Ouais. C'est révolu, ça, là. Ça n'existe plus, là. T'as une voisine qui est dans le 3e âge, qui vient de se blesser à la jambe, qui est en béquille, puis le petit voisin de 14-15 ans s'offrira même pas pour aller déblayer ses escaliers. Ouais. On est dans notre bulle. Mais il faut sortir. Et c'est ça que je prône avec des pères aidants dans tous les milieux de travail, des équipes de personnes. La définition de meilleur père aidant, Marjorie, c'est quelqu'un qui a passé par la souffrance. Parce que la crédibilité de cette personne-là va être sentie par celle qui souffre. C'est plus fort que tout cours de théorie, là. Ouais. Ça se sent entre êtres humains. Ouais. Bien, ce père aidant-là là, est une personne qui va pouvoir aider le milieu du travail. Et ça, c'est dans tous les milieux. Moi, j'ai perdu un cousin, Marjorie. Un cousin qui travaillait dans une boîte marketing, qui vivait un divorce, qui avait des problèmes financiers. Et dans sa période difficile, parce qu'il y avait une diminution de son rendement au travail, ils l'ont mis à la porte. Oui. Ben, il s'est pendu sur ses lieux de travail. Non, mais c'est fou, là! Ouais. C'est partout que ça existe. C'est vraiment... c'est dramatique. Martine, justement, vous parlez de père aidant, alors père P-A-I-R-S. J'aimerais ça revenir là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est en réalité? Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez ou c'est déjà... On en parle beaucoup maintenant dans divers milieux de travail. On en a installé. On peut les appeler des fois des sentinelles ou des éclaireurs. On tente de mettre en place ce genre de personnes-là un peu plus outillées face à tous les outils de prévention de suicide pour repérer ceux qui souffrent, puis être des collègues à l'écoute des souffrances des autres pour les accompagner et les amener vers les ressources. C'est super. Le seul bémol que j'aimerais y apporter, c'est il y a des gens qui l'ont inné, la compassion. Il y a des gens qui sont à l'écoute innée. Mais il y a aussi des gens qui ont passé par la souffrance, qui s'en sont sortis comme moi et qui deviennent les meilleurs pères aidants, je pense. C'est ce que la recherche dit, c'est pas moi. De ceux qui sont à l'écoute des souffrances des autres. Fait que c'est de développer cette façon de faire parce que il faut arrêter de penser que le système médical, le système gouvernemental, les CIUS de tout ce monde vont être capables de pouvoir contrer ce fléau-là. C'est pas vrai, là. Non. Je pense que ça prend la part de tout le monde pour mettre la main à la pâte et accompagner ceux qui souffrent. De toute façon, derrière, mettons, chaque personne en uniforme, il y a une famille. Oui. Puis ces familles-là, ils sont pas en uniforme. Fait qu'ils deviennent tous le filet de sécurité de la personne qui souffre. Oui. Donc, ils ont tous en quelque part, avantage à lire le livre ou à s'outiller en matière de prévention suicide pour être les meilleurs accompagnants de ceux qui peuvent peut-être un jour risquer de souffrir. Moi, ce livre-là, je pense qu'il devrait être lu par beaucoup de monde. Quand je fais des conférences, puis je demande la question aux gens avant de moi, qui dans la salle a déjà connu quelqu'un qui s'est suicidé, un parent, un ami, une famille, un collègue, un voisin, j'ai 90% des gens qui lèvent la main. Marjorie, 90% des gens. Tout à fait. Ben, Martine, il y a notre technicien Mathieu, il y a moi, puis les deux, on lève la main. Là. Donc, mon Dieu. Ça veut dire que c'est courant. C'est courant, mais on n'en parle pas. C'est pas facile de parler de ça le samedi soir avec une petite bouteille de vin. Je te l'accorde. OK? Mais il faut aussi arrêter d'en avoir peur. C'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est là. Puis ça va être en mettant tous la main à la pâte. Puis ce livre-là, moi, je veux qu'il fasse le tour. Il est déjà rendu en France, je te dirais. J'ai des policiers français sur mes réseaux sociaux. Il est rendu en France, il est rendu en Belgique. Puis je veux qu'il se promène. Parce que c'est la seule façon qu'on a de faire de la prévention. Oui. Puis en France, on le disait au début de l'émission, c'est un policier par semaine. Donc, tout à fait. C'est un policier par semaine qui se suicide. C'est incroyable. Martine, vous dites aussi dans le livre que la personne la plus importante de votre parcours a été votre médecin de famille. Puis lorsqu'on sait qu'on n'en a pas de médecin de famille, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on fait?
On a un gros problème. Effectivement. Moi, j'ai été chanceuse. Un jour, ce médecin-là a été mis dans ma vie après mes crises suicidaires. J'avais un autre problème de santé. Il a été mis dans ma vie. Puis, ça fait 20 ans qu'il me suit maintenant. Puis, quand il y a bien du monde dans sa salle d'attente puis que j'arrive dans son bureau, c'est toujours « Comment ça va, Martine? » Parle-moi. C'est pas ma pression, c'est pas mes battements de cœur. Il sait que mes problèmes à moi, Oui. mes soucis en santé mentale sont prioritaires à mes soucis physiques. Un ne va pas sans l'autre, mais c'est un peu... Puis aujourd'hui, là, mais à l'époque, oui, c'était ça. Alors, fallait un médecin qui prenne le temps de me parler. D'ailleurs, je suis incapable de changer de médecin. Mais Marjorie, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin de famille. J'ai pas la recette. Sauf peut-être de dire ayez des filets de sécurité, ayez des pères aidants. Tu sais quoi, dans mon travail de policière sur les derniers 1000, j'étais au centre d'enquête ouest et j'étais un enquêteur qui allait sur toutes sortes de scènes de crime. Alors, j'avais le contrôle de la scène et j'allais sur des suicides. Un des événements qui m'est arrivé dans les derniers 1000, ça a été d'aller sur un suicide d'un jeune homme qui s'est lancé en bas d'un building d'une 15aine d'étages. Je suis arrivée, il était décédé suite à une rupture amoureuse. Et le conjoint, c'est un couple de gays qui arrive en courant et en pleurant, avait reçu un texto Messenger Facebook, celui qui s'était suicidé, l'avait publié sur les réseaux sociaux. Et donc, il a su que son conjoint ou ex-conjoint s'était suicidé sur les réseaux sociaux avant même d'être sur place. Et lui m'a dit, ce matin, il était à l'urgence, je te nommerai pas l'hôpital. Ah ouais. Quand l'appel a été fini, je me suis rendue à l'urgence pour parler au médecin de l'équipe. J'ai dit, asseyez-vous, docteur. Je pense qu'il faut que je vous parle. Ça n'a rien changé à la situation. On le voit encore aujourd'hui. Ça échappe aux urgences, ça échappe aux hôpitaux parce qu'on est tous des humains puis je ne veux pas mettre le blâme sur personne. Mais c'est pour ça que je me dis que la lumière au bout du tunnel de ce fléau-là, Oui. c'est quand tout le monde va s'impliquer. C'est ça, oui. Tout le monde. C'est la seule façon qu'on va s'en sortir. La famille, les collègues, ouais. les amis, tout le monde. On ne peut pas tout mettre ça sur la faute des gouvernements, du système de santé. C'est trop demandé. Oui. Martine, vous avez parlé des formations et ateliers. Est-ce que c'est dirigé vers seulement les intervenants de première ligne? Non. J'en ai fait aussi dans des organismes qui viennent en aide à des gens qui ont des problèmes de santé mentale parce que ce que je dis, c'est qu'ils deviennent des pères aidants de ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale. Donc, j'en ai fait dans des organismes. J'en ai fait, aux militaires. J'en ai fait Belle Cause pour la cause. J'en ai fait beaucoup avant la pandémie. Et parce que ce livre-là est dirigé vers des outils à donner autant à des gens qui sont autour de ceux qui souffrent parce qu'ils deviennent le filet de sécurité, mes conférences, c'est pareil. Les trucs que je donne dans le livre, je les pousse un peu plus loin en conférence et ça s'adresse à tout le monde. Puis tu sais, pour moi, ce livre-là, c'était révélateur dans le sens où quand il est arrivé la pandémie, je me suis retrouvée isolée à mon condo dans un environnement extraordinaire. Je demeure à Tremblant. C'est de toute beauté. Mais avec le trouble anxieux que j'ai, enfermée dans mon condo, tout ça, ça faisait 10 ans, Marjorie, que je pensais à mon livre. Mais je n'avais pas le courage de l'écrire. Alors, la pandémie m'a apporté le plus beau cadeau pour l'écrire. C'est un document PDF de 500 pages, là, qui n'était pas publiable de cette façon-là, parce que moi, j'ai écrit ça comme un rapport d'enquête, là. En bonne police que je suis, là, les faits, la chronologie, tout ça. Alors, quand j'ai parlé aux éditions Druide par le biais d'un ami policier qui avait aussi édité un livre avec eux autres, là, on m'a présenté Catherine Lafrance et Catherine a su, qui est une journaliste avec beaucoup d'expérience, qui a sorti aussi un polar en juin extraordinaire. Il y a une suite qui s'en vient. Donc, Catherine a su mettre les mots sur ce que moi, j'avais décrit des fois de façon plus directe. Elle a su enrober comment tout ça. L'amener. Ouais. Donc, chères auditrices et auditeurs, nous allons nous arrêter pour quelques minutes
et de retour après la pause. Si jamais on te demande où je suis passé, c'est facile, invente. Dis tout sans rien dire, ou ment sans mentir. Dis pas surtout combien j'ai peur de ces voix dans ma tête qui me racontent des histoires bizarres et très étranges. Je finis par les croire et elles me hantent du matin au soir. Dis tout sans rien dire, ou ment sans mentir. Je fais un rêve chaque nuit le même, et dans ce rêve tout est plus réel et plus terrestre, où je me vois tout en contrôle, aimer la vie, m'aimer aussi. Si jamais tu fais un vœu sous une étoile filante, ferme les paupières, pense à moi ton frère. Vois comme je suis pauvre face à toi, l'âme saine et sauve. Si je suis fou comme je pense, reste là à mes côtés en silence, sans rien dire. Dis tout sans rien dire de Danielle Bélanger, un autre choix de mon invitée Martine Laurier, policière à la retraite, présidente de Vigilance ML, coach et autrice. Martine, maintenant j'aimerais parler avec vous de spiritualité. À la page 225 de votre livre « De l'uniforme au désir d'en finir », vous dites « C'est l'apprentissage de la spiritualité qui m'a le plus aidé à changer mon mode de pensée. » Alors, expliquez-nous comment que ça a été pour vous. C'est suite à, j'aurais le goût de vous dire, à un Xème échec amoureux. À un moment donné, j'ai dit non, j'allais bien, mais cet échec-là m'a ramené dans mes anciens patterns. Et j'ai dit non, il faut que je m'en sorte. Et j'ai eu la chance d'avoir une tante proche de moi qui avait fait ces formations-là de spiritualité. Et elle m'y a conduit. C'est 4 séjours de 4 jours que j'ai fait sur 2 ans. J'ai appris dans ces sessions de 4 jours de mettre de côté la peur, l'ego, le jugement, la vengeance, pour embarquer du côté de l'amour, du côté du pardon, du côté de la joie. Mais ça ne se fait pas tout seul, ça. Là. Ça prend un apprentissage, ça prend du temps, une meilleure compréhension des perceptions aussi. Et j'ai appris
à me faire confiance, ce que j'avais pas beaucoup avant. Oui. La lecture du livre vous permet de comprendre que j'ai été un peu échaudée à certains niveaux. Et même si je donnais l'effet d'être une femme forte, Mhm. j'étais très fragile en dedans, avec peu de confiance en moi. Donc, j'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à choisir mes combats. J'ai appris à me grounder sur le présent. Le trouble anxieux dont je suis dans ma vie de tous les jours, beaucoup moins aujourd'hui parce que j'ai mis plein d'outils en place, fait en sorte que tu te projettes toujours vers l'avant de ce qui va se passer, ou tu regardes ce qui s'est passé en arrière, mais tu oublies d'être dans le présent et de profiter du présent. Alors, j'ai mis ça en place un peu plus. Il y a des exercices. C'est sûr que c'est lié à plus grand que soi. Et ça m'aide parce qu'au-delà de ce que je suis comme personne, tu sais, Marjorie, je pensais jamais un jour, moi, être assis en avant de toi aujourd'hui, te parler de santé mentale et de prévention suicide. Ouais. Et je pensais jamais écrire un livre. Mhm. Tu sais quoi, Marjorie? Les maisons d'édition reçoivent plein de livres. Moi, j'ai eu un chemin pour me rendre jusqu'à Druide. Facile. Mhm. Alors, je suis convaincue. Puis quand j'ai commencé à faire des conférences, je savais pas, moi, ce que ça allait me mener, tout ça. Puis je savais pas que je recevrais une médaille. Oui. Puis je savais pas que je ferais des émissions, puis que j'écrirais là-dessus, puis que j'ai commencé à faire confiance et à me dire, ben, appelons-le Dieu, appelons-le un être suprême, appelons-le l'univers. C'est pas le nom qui est important. J'ai appris à faire confiance que finalement, je suis peut-être pas venue sur la Terre pour rien. Puis j'ai peut-être quelque chose à apprendre aux autres, Mhm. mais surtout à apprendre avec moi en premier Ouais. pour le transmettre par la suite. Puis c'est là que je suis rendue à 60 ans. Fait que je suis beaucoup plus grounded sur ce qui est important aujourd'hui. Donc, la spiritualité, je m'en sers pour aider les gens à juste leur dire des pensées genre c'est pas grave si aujourd'hui ça va pas bien. Va te reposer. T'es fatigué. Demain, ça va aller mieux. Mhm. Je te le dis, moi, que demain, ça va aller mieux. Mhm. Puis ça, c'est toujours dans l'option de dire, dans l'amour de soi en premier, puis des autres. Puis toute cette démarche-là, moi, je le fais avec amour. Oui, tout à fait. Que la démarche est vraiment pas monétaire. Oui, ah non, tout à fait. Je vous ai amené là, Martine, parce que vous l'avez dit précédemment, mais je reviens là-dessus. Tu sais, lorsque vous avez dit là qu'avant, l'Église prenait en charge et le prêtre demandait aux paroissiens d'aider telle famille dans le besoin, d'être avec telle famille qui avait besoin de support. Tu sais, on laisse tomber l'Église, là, mais le lieu où on faisait prendre conscience aux habitants de la ville qu'il y avait une famille en détresse ou une personne en détresse, on n'a plus ces lieux-là. Puis j'ai trouvé ça important d'en parler avec vous, de dire, ben, si on n'a plus ces lieux, on le remplace par quoi? Et là, lorsque vous avez parlé de spiritualité, votre propre définition de spiritualité, parce que la spiritualité a du bon, donc on a chacune notre définition. Donc, vous avez eu ça comme une bouée de sauvetage. Mais maintenant, Martine, pour le commun des mortels qui est avec nous, qu'est-ce qui remplace ce lieu commun où on prend conscience? Est-ce que ce sont, comme on l'a dit, les collègues? Qu'est-ce qui fait prendre conscience à chaque personne qu'on peut avoir à côté de nous une personne en détresse? Premièrement, je pense que moi, aujourd'hui, je suis consciente de ce que j'ai en dedans de moi, de ce que je suis capable de donner ou d'apporter. Avant, j'étais pas plus grosse qu'un grain de sable. Fait que je ne pouvais pas donner grand-chose. Oui. Quand on prend conscience de ça, on est capable de le transporter plus loin que soi. Les gens qui sont en souffrance, ils ne le voient pas. Il faut les accompagner là-dedans. Puis c'est dans le chemin, en faisant le chemin, que tu le découvres. Moi, je souhaite les accompagner puis qu'on se devienne de plus en plus de gens à faire cet accompagnement-là. Puis j'ai le goût de te faire une petite parenthèse, Marjorie. Dans des pays sous-développés,
qui ont de la famine, de la pauvreté, plus de mortalité, ils ont un moins grand taux de suicide que nous autres. Oui. Ça me questionne. Mais en même temps, j'ai compris, parce que j'en ai beaucoup parlé, tu sais, ça fait 10 ans que je parle de tout ça, fait que ces gens-là ont une spiritualité peut-être plus élevée, ont un lien familial, vivent en village, en ville, en communauté plus tissée, serrée que nous. Moi, ce que je déplore en 2022, c'est l'isolement qu'on vit avec les télévisions de ce monde, les outils informatiques de ce monde, le télétravail qui s'est installé, qui nous a enlevé tout ce qu'on vit là après-midi, Marjorie, là, l'échange. Oui. L'échange de autre chose, de la pluie puis du beau temps. Puis moi, je suis là-dedans aujourd'hui. Moi, là, s'il pleut, il fait aussi beau que s'il fait soleil. Lui, il neige, il fait fret, il fait si beau qu'il fait soleil. Ça me fait plus de... J'aime toutes les températures, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il fait en dedans de moi. Puis là, je te parle, puis je me parle, parce que ça ne veut pas dire que je suis bien à tous les jours. J'ai encore mes journées chenoutes, mes journées tout croche, là, tu sais. Mais je sais que demain, ça va aller mieux. Oui. Ça m'arrive des fois de mettre sur ma page, parce que j'ai un peu de monde qui me suit sur mes réseaux sociaux, là, puis de dire qu'aujourd'hui, je fais le pas. Mais avant, je me tapais sur la tête parce que je filais pas. Mais on a le droit d'avoir des journées qui ne vont pas bien. Puis là, on reprend nos petits outils. Moi, c'est ma petite musique de relaxation avec des images apaisantes sur ma télévision ou d'aller prendre une belle marche dans le bois puis de me grounder avec la nature ou d'aller faire une activité physique ou carrément m'asseoir puis rien faire. Oui. Ou prendre un livre. Moi, j'ai des auteurs qui m'interpellent plus que d'autres, comme un peu les pensées qu'il y a eu dans mon livre. Moi, c'est des choses qui m'allument beaucoup. Puis, je me regrande à des lectures, puis je me ramène dans mes outils, puis mon filet de sécurité. Oui. Oui. D'ailleurs, vous dites, que j'essaye de retrouver, mais vous parlez de quête quotidienne ou éternelle. Le fait... lorsqu'on a été diagnostiqué. Avec, oui. Donc, c'est au quotidien. C'est au quotidien. C'est toujours là, donc il faut le combattre. Oui, c'est un peu comme... moi, quand je fais des conférences, je compare ça à un diabétique. Un diabétique, il est chanceux. Je ne veux pas dire qu'il est chanceux dans sa maladie, dans le sens qu'il y a un glucomètre. Il peut tester son taux de diabète et ce qu'il a besoin de mettre comme médicament. OK? Moi, j'avais des collègues, je faisais de la filature, puis ils amenaient leur lunch, puis ils amenaient en même temps leur glucomètre, puis l'insuline, puis tout ça avant de manger, puis ça faisait partie du quotidien. Un problème de santé mentale, on n'a pas de glucomètre, de la sérotonine, de la dopamine, puis de tout ce qu'on a dans le cerveau. S'il y a des chercheurs à l'écoute, là, puis que ça leur tente de faire des recherches là-dessus, là, puis de trouver un glucomètre des liquides du cerveau, ça serait génial. Parce que on est toujours dans l'essai-l'erreur. Hein? La médication, ça marche-tu, ça marche-tu pas? Fais-tu effet, fais-tu pas effet? Puis là, par malheur, on mélange ça avec de l'alcool ou parce qu'on a une maladie ou là, la balance de la médication change. Donc, c'est pas toujours stable. Oui. Fait que c'est pour ça que je dis, quand t'es pris un peu avec ça, t'es pris avec ça toute ta vie, il faut que tu mettes des outils pour trouver l'équilibre. Et Martine, c'est vraiment... on arrive à la fin. Donc, merci beaucoup, Martine Laurier, d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir, Marjorie. Vraiment, pour moi aussi. Puis, merci d'avoir partagé votre histoire. Ça va permettre, sans aucun doute, une prise de conscience plus grande. D'ailleurs, en lisant votre livre, ça a été aussi mon cas. Donc, je rappelle que mon invitée est Martine Laurier, policière à la retraite, présidente de Vigilance ML, coach et autrice du livre « De l'uniforme au désir d'en finir » paru chez Druide en 2022. Si vous avez des idées suicidaires ou un de vos proches, téléphonez au 1-866 appel APPELLE et votre site Internet rapidement. vigilanceml.com. Puis si vous ne savez pas quoi donner pour Noël au lieu d'une bouteille de vin, là, donnez donc ce livre-là avec un petit post-it « Je tiens à toi ». Voilà. Alors, ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous dit à la semaine prochaine.